Si l'actualité était un vase brisé, ce serait lui qui recollerait les morceaux. Martino. Le choix des connaisseurs. Le prix de la Nintendo Switch est finalement confirmé. Ça va être 629,99 $. Si on ajoute à ça un jeu vidéo, et une manette, là, le prix explose à plus de 900 $. Est-ce que c'est rendu trop cher d'être un gamer en 2025? On va parler avec Christopher Chansey, PDG de Manavoid et président sortant de la Guilde du jeu vidéo du Québec. Salut, Christopher. Bonjour tout le monde. Écoute, les prix explosent, littéralement. Oui, je pense que tout le monde était vraiment surpris de voir ça, surtout dans le contexte actuel, économique, social. C'est un peu... tone deaf de la part de Nintendo de sortir ce genre de prix-là. Un peu déconnecté. Là, un peu déconnecté, exact. Je pense que c'est important de voir où est-ce qu'on est. Puis quand on voit l'annonce qu'ils ont faite, ça a été fait pendant des annonces de jeux et tout, ils n'ont pas dit le prix pendant leur showcase, ils l'ont dit dans un lancement de presse par la suite. Puis... d'après moi, ils attendaient de voir un peu, à tous les 2 jours, les tarifs changeaient. Donc, ils attendaient de voir avant d'entériner une décision, en fait. Alex, c'est joint à nous. Je sais pas, est-ce que vous vous souvenez, ça, c'est la nouvelle Nintendo Switch. La première, c'était à combien? 450 $ au lancement. Ouais, à peu près. Moi, je l'ai acheté plus tard parce qu'elle avait baissé de prix un tout petit peu, là, comme c'est souvent le cas avec ces nouvelles technologies-là. Mais je t'avoue que moi, le prix m'a fait tomber en bas de ma chaise, littéralement. Écoute, là, Max-Émile m'a donné le prix de certains jeux. Le Mario Kart World, 109,99 $. Donkey Kong Bonanza, 99,99 $. Une manette de Pro Nintendo Switch 2, 109,99 $, etc., etc. C'est rendu cher à jouer. C'est rendu cher, mais pourquoi? En même... Qu'est-ce qui justifie ça? Ben, je pense que c'est un conglomérat de choses. T'sais, si on regarde justement en 2017, quand la Switch est sortie, les jeux étaient autour de 60 $, puis US. Puis aujourd'hui, ben, si on suit l'inflation de 2017 à 2025, on est rendu à 78,80 $ US. Donc, c'est pas mal ça les prix si on suit l'inflation. Okay. Donc, c'est une des raisons. Ensuite, bon, les tarifs aussi pour tout ce qui est les consoles physiques. Donc, le numérique en ce moment n'est pas tarifé, mais les consoles physiques, eux, ils ont beaucoup de composantes qui, là, doivent venir d'un peu partout sur la planète. Donc, c'est sûr qu'il y a des complexités à ce niveau-là. Puis, finalement, ben, c'est les coûts de développement. Donc, c'est ça, les jeux sont de plus en plus sophistiqués parce que les gens s'habituent aux jeux. Fait qu'il faut tout le temps que tu les surprennes. Donc, ça prend plus de temps à développer un jeu. Exact. On essaie de toujours surprendre nos clients. Donc, on est toujours dans une dynamique de faire plus avec moins. Puis, bon, évidemment, ça peut prendre plus de temps, moins de temps. Les technologies changent. Mais de fil en aiguille, on a beaucoup de plus grosses équipes. Puis on fait des trucs plus ambitieux tout le temps. Puis on voit la même chose dans le cinéma puis dans plein d'autres industries. Là, le film d'horreur d'antan puis le film d'horreur d'aujourd'hui, il a évolué. Là, puis c'est comme normal. Alex, les vrais gamers, ben, ils veulent avoir un gros écran, puis ils veulent avoir un bon système de son, puis pour avoir une expérience immersive. Fait que là, c'est comme ching-ching. Là, je vois ça, là, un abonnement à PlayStation Plus qui te permet de jouer en ligne avec d'autres personnes. Moi, c'est moi qui paye l'abonnement de mon fils. Et là, c'est rendu 224,99 pour un an. C'est cher, puis peut-être que Christopher va pouvoir en dire plus là-dessus, mais il y a aussi la manière de rémunération, si on veut, des studios de jeux qui a changé, parce que maintenant, il y a beaucoup de jeux qui sont, entre gros guillemets, gratuits, que tu peux jouer, mais qui bénéficient du fameux système en anglais, ça s'appelle des loot boxes, des boîtes surprises, où, ben, finalement, les jeunes, c'est comme un système de loterie, vont être encouragés à aller payer de l'argent pour de vrai, pour essayer de débloquer des choses qui sont juste du costume dans les jeux. Puis ça, ben, ça rapporte énormément d'argent à des studios qui, au final, vont peut-être faire encore plus d'argent que de vendre un jeu déjà fait, pas de contenu additionnel comme ça, mais dans un bloc. Mon fils, quand il était jeune, j'ai coupé j'avais mis ma carte de crédit sur ces jeux. Sur puis là, Fortnite? Il achetait un costume, il achetait un casque, il achetait un sabre, puis là, je regardais ça. Ah, non, c'est pas vrai. Là, je posais la question tantôt, justement, à tous mes collègues. Là, on a un hub à Montréal qui s'appelle l'Indie Asylum. On est 18 studios, on est 200 développeurs environ. Wow. Puis, je posais la question, justement, c'est quoi, pour toi, un jeu qui a valu son prix, t'sais? Puis les gens m'ont comme enligné sur 2 trucs que je pensais partager aujourd'hui. Là. Essentiellement, les 2 trucs qu'on regarde pour dire « Ah oui, ça a valu le cash que j'ai mis là-dessus », c'est
le temps de jeu que j'ai. Donc, si j'ai un jeu que je dépense 80$ dessus ou 100$ dessus, mais que j'ai pour 100, 200 heures de plaisir avec, ben le plaisir par heure est comme un calcul qu'ils font inconsciemment quand ils achètent le jeu. Puis c'est vraiment ça qui arrive, là. Tu sais, ces grandes franchises-là, là, les Mario et les Assassin's Creed et tous ces grands jeux-là, c'est des 50 centaines d'heures là, qu'on peut passer à jouer à ces jeux-là. Quand on compare à d'autres échappatoires, parce que le jeu vidéo, c'est un échappatoire, comme le cinéma, comme les livres, ben, quand on va au cinéma aujourd'hui, c'est 30-40$ y aller si t'achètes le popcorn, puis ben, t'as 2-3 heures de plaisir. Puis c'est tout. Puis c'est Ça tout vient ce que de finir t'as. après, là. Exact. Fait que ça, c'est la première chose que les gens regardent, c'est le temps. Puis après ça, la deuxième chose que le monde va regarder, c'est la qualité. Puis quand on regarde les jeux de Nintendo, ça a toujours été un seuil de grande qualité. Tous les jeux qu'ils font sont toujours très, très, très bien faits. Donc, ils peuvent se permettre de mettre ces prix-là, sachant que les gens qui vont l'acheter vont avoir une expérience plaisante à la fin. Donc, la qualité, encore une fois, si je compare au cinéma, ça me dérange pas de mettre 40$ puis d'aller voir un film de Denis Villeneuve, puis j'encourage un réalisateur local, puis c'est toujours un super bon film, mais c'est sûr que si je mets 40$ puis je vais voir un avis, ben, je vais sortir un petit peu plus amer que... c'est la même chose avec les jeux vidéo. Ou peut-être les gens vont acheter moins de jeux pendant l'année, mais des meilleurs, là, des meilleurs jeux, des plus chers. Ouais, peut-être, mais en même temps, je pense que quand t'es un vrai gamer, il y a toujours quelque chose, une nouvelle affaire, un nouveau truc auquel tu veux jouer puis tu veux t'étoffer. Christopher, il y a eu beaucoup de jeux dans les dernières années là, qui ont dit des grands studios AAA, là, les grands projets qui ont déçu beaucoup. Les gens jouaient puis constataient qu'il y avait des bugs à grandeur. Comme quoi, par exemple? Ben, tu vas trouver, c'est un jeu qui a l'air gigantesque. Mettons, on va dire, la carte fait des kilomètres de long, puis il y a des ennemis partout, tu peux tout découvrir, puis finalement, tu arrives dans des coins, puis c'est super mal léché, les graphiques deviennent laids dans un coin. Tu sais, c'est bâclé. C'est comme le devoir était bâclé. Ça doit jouer aussi dans la confiance des consommateurs, dans l'amertume qu'on voit avec des payer un gros prix, mais pas avoir ce que tu veux. 100%. Puis je pense, nous, en tant que consommateurs, on a une responsabilité aussi. On vote avec nos dollars. Tu sais, c'est sûr que quand il y a des grandes franchises qui sortent puis qui déçoivent, puis que la prochaine fois qu'ils sortent un jeu, ben tu l'achètes en précommande, puis tu sais, t'es comme le premier arrivé à la porte, ben ça les motive pas tant à changer leur pratique. Si soudainement, les gens sont pas au rendez-vous parce qu'ils ont besoin d'évoluer ou ils ont besoin de changer la méthode, mais là, à ce moment-là, ils vont peut-être être motivés de changer leur pratique. Fait que ça, c'est définitivement quelque chose qu'on regarde. Après ça, on en a dit tantôt, les jeux sont devenus longs, ils coûtent cher. Donc aujourd'hui, on essaie de couper les coins ronds des fois en fin de production. On n'avait pas trop de niveaux de prévu, on va en couper quelques-uns ou on va essayer de faire passer des trucs puis le patcher plus tard. Là, parce qu'aujourd'hui, les jeux sont en ligne, donc on peut faire des mises à jour constamment. Donc définitivement, ça, c'est tous des enjeux qu'on voit dans l'industrie. En parlant de mauvais jeux, est-ce que tu as déjà vu, puis ça a l'air que c'est le plus mauvais jeu qui a jamais été fait, le jeu de E.T.? Après le film, ils ont sorti un jeu vidéo, ça a l'air c'est épouvantable. Ouais, c'est un mythe, en fait, énorme, mais en fait, ça a été vrai. Ils ont tellement imprimé de cartouches de ce jeu-là que ça a failli tuer l'industrie, puis l'Atari, qui était la console à l'époque. Ils ont fini par les enfouir dans un désert du Nevada, parce qu'il y avait des millions de copies. Là, ils pensaient tout vendre, puis finalement, ils en ont genre presque pas vendu. Puis que le design était terrible, mais tu sais, ça arrive encore aujourd'hui. Il y a des gens qui, par exemple, il y a eu dans l'histoire récente un jeu de la franchise Seigneur des Anneaux. Là, déjà, moi, j'étais intéressé sur Gollum. Tu sais, la petite créature misérable, maigrichonne, et qui, là, je vois Christopher sourire de l'autre côté de la table. Ce jeu-là est sorti, puis t'incarnes ce personnage misérable, vermisseau, tout le long, puis c'est désastreux. Le jeu est tellement mauvais, c'est tellement plate. Tu l'as essayé? Oui, mais écoute, j'essaie de me garder toujours un bémol de critiquer d'autres développeurs de jeux parce que c'est vraiment, vraiment tough faire des jeux. Oui. Tu sais, c'est comme c'est une œuvre unique, un jeu vidéo. Tu sais, t'as des écrivains, des animateurs, des modeleurs 3D, t'as des programmeurs, des designers, des artistes. Tout le monde doit combler. C'est vraiment... c'est un chaos organisé faire un jeu vidéo. Tu sais. Donc, à chaque fois qu'on lance un jeu, on est un petit peu, justement... c'est un petit miracle à chaque fois. Donc, écoute, la qualité du jeu était pas au rendez-vous. Évidemment, les critiques en ont souffert, puis au bout du compte, ils n'ont pas rentabilisé la production. Ceux qui nous regardent à la télé, là, justement, il y a des extraits du jeu vidéo Gollum. En terminant, Christopher, comment se porte l'industrie? Il y a quelques années, Bernard Landry a dit on va faire du Québec une des plaques tournantes mondiales du jeu vidéo. Il a été visionnaire, littéralement, là, puis il dit on va les subventionner, on va les aider, puis ça a marché. Puis là, soudainement, la CAQ tirait à plug là-dessus.
Il y a des gens qui disent, ouais, mais à un moment donné, là, il faut arrêter de subventionner, il faut enlever les petits trous d'appoint, puis il faut que tu apprennes à rouler avec 2 roues. Mais il y en a d'autres qui disent, ben non, Christian, on a besoin de l'aide du gouvernement pour continuer. Ouais, Comment se porte l'industrie? Fait que l'industrie, en chiffres, là, c'est 15 000 emplois, c'est 350 studios. Puis on a vraiment fait le pivot d'une économie de service vers une économie de producteurs. Donc avant, on était des usines à faire des jeux pour les Ubisoft, les Warner Brothers de ce monde. Aujourd'hui, 86% des studios au Québec sont des studios locaux québécois. Wow. On fait des franchises ici, on fait des propriétés intellectuelles, puis on les envoie partout à travers la planète. Puis les succès se prolifèrent, là, des 3-5 millions de copies vendues, là, des grands succès d'entrepreneurs et d'entrepreneuses québécois qui sont en train de faire des grandes choses. Donc définitivement, on est le Hollywood du jeu vidéo. Tout le monde sur la planète le sait. Puis on émule le crédit d'impôt que Bernard Landry a mis partout sur la planète maintenant. On le voit en Allemagne, on le voit en Australie, on le voit dans toutes les autres provinces du Canada. Donc, nous autres, on est à contre-courant ben raide de tirer à plug là-dessus. Vraiment beaucoup. Puis on déplore ce qui s'est passé parce qu'on a de l'air de que regarder ce qui sort. Donc, on voit les crédits d'impôt, ce que ça coûte, puis on en voit que les enveloppes de crédits d'impôt, ils en coûtent de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus de studios. Mais les revenus sont au rendez-vous. On fait 1,5 milliard de dollars de revenus annuellement au Québec. Et puis, ça contribue presque 4 $ par dollar investi en CTMM au PIB. Il y a une étude économique qui a été faite en 2023. Pour chaque dollar investi en crédit d'impôt multimédia, c'était 1,19 $ qui revenait dans les coffres de l'État. Donc, on a présenté évidemment tout ça au ministère des Finances au nom de la Guilde du jeu vidéo du Québec. Et puis, fin de non-recevoir en ce moment. C'est vraiment incompréhensible. Il faut dire que le gouvernement a trouvé une business qui est pas mal plus rentable que la vôtre. Les batteries? Nordvolt. Ah ouais, Nordvolt, ça se passe bien. Ça se passe bien. C'est un bon investissement. Enfin. Puis, écoute, nous, on va trouver notre résilience à travers tout ça. On est les entrepreneurs qui font ça depuis longtemps, puis on va continuer à faire ce qu'on fait. Mais c'est sûr que quand on regarde toutes les autres provinces, comment est-ce que ça va, c'est des questions qui sont plates à se poser là, en ce moment, au lieu d'être capable de réinvestir dans le futur, décevant. Faire plus, c'est plutôt décevant. Mais M. Landry, comme je dis, était visionnaire. C'était super bon son affaire, puis on tire la plug là-dessus. Puis 90% des revenus qu'on fait, c'est de l'exportation. Puis dans un contexte tarifaire comme en ce moment, c'est le nouvel argent qu'on peut amener au Québec puis au Canada. Donc, on a tout avantage, en fait, à encourager cette chose-là. On est des meilleurs exportateurs de 2 choses au Québec, le sirop d'érable puis des jeux vidéo. C'est vrai? Un jeu vidéo sur le sirop d'érable. Okay. Christopher Chancey, merci beaucoup, PDG de Manavoy, le président sortant de la Guilde du jeu vidéo du Québec. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Alex.